Bonsoir, bienvenue au Point. Il se dit le descendant de Mahomet et pourtant le monde occidental le voit comme le meilleur rempart contre l'intégrisme islamique. Aujourd'hui, dans notre série de reportages sur la montée de l'islam intégriste, nous vous présentons le portrait du roi Hassan II et de son pays, le Maroc. Après l'Algérie et son front islamique du salut la semaine dernière, voici un pays où la situation est nettement meilleure. Pourtant, comme en Algérie, le pouvoir politique au Maroc est depuis plus de 30 ans concentré entre les mains d'un même groupe. En fait, d'un seul homme, le roi Hassan II. Mais à la différence de beaucoup de leaders du monde arabe, Hassan II a très tôt permis dans son pays une certaine forme d'opposition démocratique. Ce soir d'ailleurs, vous allez l'entendre, cette opposition, et c'est en grande partie parce qu'une opposition peut s'exprimer au Maroc que l'islam radical n'a pas encore prise là-bas. Mais il y a ceux aussi qui disent qu'au contraire, même au Maroc, tout est en place pour une explosion de l'islam intégriste. Ce soir donc, Georges Amar et Achille Michaud nous décrivent où s'en va le Maroc du roi Hassan II. Je vous laisse juger. Le Maroc est un cas à part. C'est l'une des monarchies les plus vieilles du monde, plus ancienne que la britannique. Le roi régnant n'est pas issu d'un coup d'État. C'est un monarque au pouvoir absolu. Pourtant, il parle quotidiennement de démocratie. Le Maroc est différent des autres pays arabes aussi parce que son chef, le roi, est également un leader religieux. Il est le commandeur des croyants. Quand il voyage dans son pays, qu'il se déplace d'un palais à l'autre, la vie s'arrête pour le regarder passer. Il sait qu'on l'aime, mais il sait aussi que n'importe quoi peut arriver. Plus de 30 ans de pouvoir, on le dit dur. Pourtant, les Marocains disent qu'on est mieux chez eux que dans les autres pays arabes. Il est du monde arabe, mais il a tourné son pays vers l'Occident. Où sont partis les bagages? Où sont partis les bagages? Hassan II, c'est une enfance marquée au fer d'une éducation à la française. C'est aussi une enfance passée sous le protectorat français, où son père, le roi Mohamed V, doit composer avec un pouvoir étranger afin de survivre politiquement. Hassan II connaît toutes les tractations politiques auxquelles son père est mêlé. Désigné prince héritier, il n'a pas encore 20 ans lorsqu'il va en France demander l'indépendance. C'est considérer qu'à la base de tout système diplomatique qui pourra unir le Maroc et la France, il doit préexister comme une condition sine qua non, une interdépendance de cœur. C'est celle-là qui conditionnera toutes les autres. En 1956, le Maroc obtient son indépendance. Le peuple voue une affection sincère au roi Mohamed V. Le prince Moulay Hassan sera le complice et l'homme de confiance du roi. C'est comme ça qu'il fera l'apprentissage de la politique et du pouvoir. 1961, Mohamed V meurt à un moment où Moulay Hassan s'y attendait le moins. Désemparé, il dira plus tard qu'il a dû à la fois enterrer un père et un prince héritier qui ne pensait jamais accéder au trône. C'est un père que j'adorais parce que nous étions devenus, avec tout le respect que l'on doit à son père et à son roi, nous étions devenus comme de très grands amis. Et au fur et à mesure que l'âge, que le temps passait, la différence d'âge qui était de 20 ans diminuait naturellement. Et c'était pour moi un cataclysme. Il a fallu que je puise dans l'amour de mon pays, amour qu'il a su m'inculquer toutes les forces pour essayer de lui succéder. Dès son accès au trône, Hassan II commence à surprendre. Contrairement aux autres pays du tiers-monde, il instaure le multipartisme. Eux misent sur l'industrialisation rapide, lui donne la priorité au développement de l'agriculture.
Eux optent pour l'économie planifiée, lui pour l'économie de marché. Et puis, alors que le tiers-monde penche vers Moscou, lui tourne le Maroc vers l'Occident, tout en restant un membre actif de la Ligue arabe. Rappelons-nous l'époque. Pourquoi avez-vous fait des choix complètement à l'opposé des courants de l'époque? D'abord parce que j'estime qu'il y a dans ces choix un minimum de culture. J'ai eu la grande chance d'avoir une double culture aussi solide d'un côté que d'un autre. Et grâce à Dieu, c'est cette double culture aussi solide, bipolaire, mais aussi solide, dans les deux pôles, qui m'a mis à l'abri. Parce que ceux qui ont choisi n'étaient pas des incultes, je ne dis pas. Non mais, c'est un des éléments. Et ça vous a suivi, ça a suivi le Maroc encore aujourd'hui, ces deux tendances, oui. L'arabisme. Je voudrais revenir à ça plus tard, mais donc vous avez fait ces choix importants, vous avez mis Au début, ce n'était pas des choix. Car je n'avais pas de référence à l'époque, je n'avais pas de référence de pays ayant échoué parce qu'il avait choisi le dérivisme. Nous en étions au début. C'était pas un choix en réalité. C'était une sorte d'instinct migrateur qui faisait que j'avais répulsion pour certaines idées et attirance pour certaines autres. Sa monarchie, au début, sera fastueuse. Il ne réussira pas à éviter le népotisme, le favoritisme et les intrigues de palais. Sa légitimité est fragile. Le 10 juillet 1971, grandiose réception pour son anniversaire. Au moment où cette photo est prise, plus d'1 millier de cadets de l'armée fait route vers le palais. C'est ce militaire, le général Medbourg, qui tente un coup d'État. Hassan II survit miraculeusement à cette tuerie qui se termine dans la confusion. Les funérailles des victimes du coup raté en préparent d'autres. Encore un militaire, le général Oufkir, ministre de la Défense, proche collaborateur de Hassan II, qui mènera lui aussi un autre coup d'État. Un an plus tard, la chasse marocaine, sous les ordres d'Oufkir, tentera d'abattre en vol l'avion du roi qui est de retour d'un voyage en France. Ici aussi, il survit par miracle. Ça fait 20 ans maintenant. Est-ce que vous éprouvez encore beaucoup d'amertume envers la trahison de certains de vos conseillers? Certains qui étaient des collaborateurs assez proches, je pense au général Oufkir, mais aux autres aussi. 20 ans plus tard, est-ce qu'on garde? Oui, alors, on ne peut pas... Déjà, quand on est... Tout homme a son double. Nous sommes tous des schizophrènes ou des gens ayant l'ubiquité, mais grâce à Dieu, qu'est-ce que l'équilibre? C'est le fait que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Nous sommes tous contradictoires les uns avec les autres. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Oui. Alors, il y a l'homme qui a souffert de l'ingratitude. Mais il y a le roi du Maroc qui s'est dit, bon, nous avons essuyé 2 cyclones effroyables, 2 tornades, l'une après l'autre en moins d'1 an. Beaucoup de choses étaient un peu par terre, mais tout était propre. La pluie lave. Tous les mauvais arbres ont été enlevés. C'est comme si Dieu voulait faire la toilette de ce pays. Comme si Dieu voulait que nous repartions sur un nouveau pied, avec une nouvelle analyse, avec une nouvelle prospective et une nouvelle introspective. Introspective, vous êtes-vous dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je devrais faire? Qui ne le ferait pas. Oui. Qui ne le ferait pas. Vous avez changé beaucoup de choses. Vous savez, je n'ai pas décidé de changer beaucoup de choses. Je me suis dit que dans mon cheminement, j'ai laissé mon instinct me faire changer un certain nombre de choses. Mais je n'ai pas prétendu changer la nature humaine, car il y a eu des ingrats, il y a des ingrats, et il y aura toujours des ingrats. Le roi change, consolide son pouvoir. D'un côté, il châtiera sans pitié. La femme et les enfants du général Oufkir, par exemple, passeront 17 ans en prison.
Ils n'ont été libérés que dernièrement. De l'autre, il va montrer une étonnante grandeur d'âme. Beaucoup des auteurs des tentatives de coup d'État seront graciés. Mais dans l'ensemble, la survie du régime se fera au détriment des droits de l'homme. Des organisations internationales dénoncent de nombreuses violations des droits. Internement dans un bagne secret comme Tazmamart, torture, disparition. Si Hassan II favorise les débats politiques en permettant le multipartisme, il est bien entendu que ce n'est pas pour mettre en question la monarchie. C'est une personnalité exceptionnelle. C'est une grande intelligence, encore une fois. S'il s'est maintenu sur le trône depuis si longtemps, c'est parce qu'il est intelligent. Et il s'est témoigné à l'occasion d'un grand courage physique. Il a été remarquable dans des circonstances où vraiment sa vie ne tenait qu'à un fil. Donc c'est une personnalité exceptionnelle, assurément. Mais c'est un homme qui fait peser sur son pays une dictature implacable. C'est un homme qui n'accepte pas que son pouvoir soit mis en question. Il n'en lâche pas une miette de ce pouvoir et il écarte ou il abat impitoyablement tous ceux qui lui contestent une parcelle de ce pouvoir. Il y a deux rois. Je crois qu'il y a eu le premier Hassan II jusqu'aux attentats contre lui, dramatiques, en 71-72, les deux attentats qui ont failli non seulement le renverser, mais le faire disparaître. Et à mon avis ensuite, c'est devenu un homme tout à fait différent, avec une vision en effet donc de l'exercice du pouvoir et on dirait, la rigueur que ça imposait, tout à fait nouvelle, ce qui n'était pas le cas avant. Et alors, dans un premier temps, il s'agissait, j'imagine, pour lui, de quelque part de consolider son pouvoir. Il était en effet, encore à l'époque, contesté, mais probablement extrêmement attaqué. Et le grand tournant, c'était 75 et la marche verte, vous savez, donc quand il a lancé 350 000 personnes en direction du Sahara, qui était encore occupé par les Espagnols. Ça lui a conféré, je veux dire, comme il le dit, De Gaulle et son 18 juin, là, il dit, moi j'ai eu la marche verte. Et ça a conféré, je veux dire, une espèce d'aura et de légitimité qui ne s'est jamais démenti depuis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la monarchie est quelque chose que personne, même parmi les opposants, je veux dire, enfin les gens qui contestent la personnalité du roi, personne ne la remet en cause.